Le point de départ, c'est est-ce qu'il y aura encore de la viticulture dans l'Occitanie méditerranéenne? Et cette question un peu provocatrice, moi je l'ai abordée sous l'angle de la maîtrise des besoins en eau, parce que c'est quand même une pression très forte qui questionne aussi bien les vignerons aujourd'hui que les chercheurs, hein, qui se sentent autant préoccupés par cette question. Donc ça a donné naissance à un chapitre d'ouvrage là dans le compte rendu du métaprogramme INRAE La Cave, donc c'est ce qu'on voit en bas, l'ouvrage qui est illustré ici, et j'ai coordonné avec mes collègues de Bordeaux et d'ici cet ouvrage ce chapitre qui concernait la maîtrise des besoins en eau. Donc ça partait d'un constat, hein, c'est que vous connaissez tous, c'est que la ressource en eau dans les zones viticoles, au moins méditerranéennes, suit une évolution plus que préoccupante, avec des dépérissements tels qu'on le voit là sur ces illustrations. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé récemment là dans les 10 dernières années sur une moyenne glissante de 30 ans, donc entre 81 2010 et 91 2020, eh bien on voit là l'évolution de l'humidité du sol calculée de manière un peu simple par Météo France là, en pourcentage, comment ça évolue sur ces 30 années là, en 10 ans. Donc on voit que ça évolue en marron, donc en valeur négative. On perd de l'humidité un petit peu partout à l'échelle de l'année, mais pas très très fortement, alors que pendant la période de printemps, d'été, d'automne, là on a des périodes marron, des zones marron foncé qui correspondent donc à des grosses pertes d'humidité du sol, et c'est ça qui questionne un peu la survie de la vigne, et notamment là on le voit, les recharges hivernales dans l'Aude commencent à être un peu déficitaires, et l'été c'est encore pire. Voilà. Et pour 2050, c'est pas beaucoup mieux. Là, le nombre de jours en dessous d'un certain seuil, que la Météo France appelle jour de sol sec, va évoluer. Il y aura entre 10 et 25 jours supplémentaires en 2050 par rapport à aujourd'hui de jours de sol sec. Et donc, ça va être des conditions encore pires qu'aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate dès aujourd'hui... Excusez-moi, est-ce que tout le monde pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, ce qu'on constate dès aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de demandes d'arrachage. Là, ça, c'est le bilan qui a été fait récemment par France Agrimaire sur les demandes d'arrachage dans toute la France. Alors, on voit que c'est concentré dans le sud. Alors, c'est pas que des raisons liées au manque d'eau, évidemment, mais du coup, on voit quand même qu'il y a 25 000 hectares à peu près qui sont demandés en arrachage, et beaucoup dans les zones méditerranéennes, là, du sud de la France. Du coup, ça commence à faire germer des réorganisations de plantations dans l'espace. Mais ce qui est une des solutions, évidemment, mais est-ce que c'est la seule solution? Et moi, j'ai pris le parti de regarder ce qu'on pouvait faire pour s'adapter au manque d'eau, soit en changeant le matériel végétal, soit en modifiant les pratiques viticoles. Donc, je vais examiner d'abord ce qu'on peut faire en changeant le matériel végétal. Alors là, on est assez contraint parce qu'il y a alors, je vais essayer, d'enlever un truc qui me dérange ici. Voilà. Donc c'est assez contraint par le fait que les échanges d'eau sont nécessaires à la plante pour capter le dioxyde de carbone. Et il y a un couplage à 2 niveaux qui se fait dans la plante. Alors au niveau assez fin des petits pores qui permettent justement l'entrée du dioxyde de carbone, mais qui laissent échapper l'eau, c'est les stomates qui sont sur les feuilles. Donc ça, c'est un premier niveau de couplage. Plus les stomates, qui peuvent varier en niveau d'ouverture, sont ouverts, plus ils échangent d'eau. Ils permettent la photosynthèse, mais ils perdent beaucoup d'eau. Et le deuxième niveau de couplage, c'est la surface foliaire elle-même. Donc il faut beaucoup de surface foliaire pour capter de l'énergie solaire qui sert aussi à la photosynthèse. Il faut ces deux choses-là, du dioxyde de carbone et de l'énergie lumineuse. Et ça aussi, plus on a de surface foliaire, plus on va avoir d'échanges d'eau. Et donc du coup, c'est pas possible de réduire la consommation d'eau sans accepter une certaine réduction de production. Et ce couplage a donné naissance au concept d'efficience d'utilisation de l'eau, qui est la division du flux entrant de dioxyde de carbone par le flux sortant d'eau. Donc c'est les grammes de dioxyde de carbone capturés par gramme d'eau utilisé. Alors,
c'est assez contraint, je le disais, mais pas tant que ça, et on peut essayer de l'évaluer avec ce genre d'appareil, un appareil de mesure d'échange gazeux qui permet de mesurer à la fois la sortie de dioxyde de carbone, l'entrée de dioxyde de carbone et la sortie d'eau, en enfermant un petit bout de la feuille avec une surface bien standardisée. Donc on parle plus de surface foliaire là, on parle d'échange par unité de surface. Et ça, c'est assez variable. Finalement, là, c'est des collègues des Baléares qui avaient fait cette étude et qui montrent que en explorant une grande gamme de cépages, eh bien, on arrive à des efficiences d'utilisation de l'eau qui sont très très variables. On voit que ça varie de 10 jusqu'à à peu près 110 micromoles de dioxyde de carbone capturé par mol de vapeur d'eau perdue. Donc à gauche, c'est les moins efficients et à droite, c'est les plus efficients, les plus intéressants. Donc une façon de s'en sortir, ce serait choisir les plus à droite, comme le Grenache, là. La Syrah est un petit peu moins bonne, mais pas si mal que ça. Le Carignan semble moins bien se comporter de ce point de vue-là. Et on voit aussi qu'il y a des vitis, il y a beaucoup de vitis, donc d'autres espèces que Vitis vinifera, qui est l'espèce cultivée pour le vin en France. Il y a d'autres espèces qui sont possibles d'utiliser et d'explorer, et on voit aussi qu'elle couvre ces autres espèces assez largement la gamme. Donc je pense que c'est un défi assez intéressant pour l'avenir quand on commence à vouloir introgresser justement ces espèces dans les variétés de vignes cultivées. Alors comment on peut faire pour explorer tout ça? On peut classer les variétés, mais ça va prendre beaucoup de temps. En faire des croisements, ça va prendre beaucoup de temps. On peut combiner ces analyses avec l'apport de la génétique. Alors la génétique, elle nous apporte beaucoup, surtout la génétique quantitative. Là, dans cet exemple, on a croisé, c'est les collègues de l'unité AGAP, qui ont croisé Syrah et Grenache pour produire à peu près 200 descendants, qui recombinent du coup les propriétés génétiques des parents, Grenache et Syrah, que j'ai représenté ici par exemple pour la paire de chromosome 1 avec une petite couleur orange pour le code génétique du premier chromosome là, et puis verte pour le code génétique du deuxième, rouge et bleu pour la Syrah. Et quand ça se recombine, on peut avoir toutes ces combinaisons là. Si on regroupe les descendants qui ont la même combinaison génétique sur cette position là du chromosome 1 et qu'on regarde leur transpiration, quand on est dans ce cas de figure où il y a des gros contrastes de transpiration entre les différents groupes de combinaisons de code génétique sur cette position du chromosome, on peut dire que cette position du chromosome est significativement associée avec le trait qu'on étudie, à savoir la transpiration. C'est ça qu'on a mis en œuvre. Ah, ça déroule plus, ça y est. Mais pour faire ça, il faut aussi des gros outils d'exploration phénotypique, donc des plateformes qu'on a développées aussi dans notre laboratoire, au LEPS à Montpellier. Là. Donc vous voyez en haut à gauche l'illustration de cette plateforme avec jusqu'à 2500 pots qu'on peut analyser en même temps en serre sur des chariots convoyeurs qui permettent d'irriguer les plantes à des niveaux de teneur en eau bien définis. Donc on peut contrôler du coup le niveau de déficit hydrique qu'on va imposer, comme on voit ici avec les points gris, et ce sera en orange par la suite, ou au contraire maintenir un bon confort hydrique, une bonne teneur en eau du sol, comme on voit ici avec les points noirs, et ce sera en bleu par la suite. Et on a mesuré aussi la croissance des plantes par imagerie. Cette plateforme est équipée d'une cabine d'imagerie dans laquelle passent les plantes, qui permet, par analyse d'image, de relier ça à l'accroissement de biomasse de la plante. Et puis on peut aussi peser les plantes le jour ou la nuit pour avoir la transpiration de jour ou la transpiration de nuit. Et du coup, on obtient des gammes de variabilité génétique exploitables qui sont assez larges. C'est ce qu'on avait déjà vu pour l'efficience d'utilisation de l'eau. Là, on le retrouve pour la transpiration de jour qui va aux situations de confort hydrique de 0,7 à peu près jusqu'à 1,1 millimol d'eau par mètre carré de feuille par seconde. C'est assez bien corrélé à ce qu'on voit en situation de déficit hydrique, même si évidemment la gamme est plus resserrée en conditions de déficit hydrique. Et puis la nuit, on voit aussi des gammes de transpiration qui sont pas négligeables. Ça, on s'y attendait un petit peu moins. On pensait que les stomates étaient fermés, que la plante qui faisait pas de photosynthèse la nuit n'avait pas besoin d'ouvrir ses stomates pour capter le dioxyde de carbone. Non, la plante elle transpire quand même à des niveaux qui sont, vous voyez, pas loin de 10% de ce qu'on voit le jour, en situation de confort hydrique comme en situation de déficit hydrique. Donc là, vous avez justement le ratio entre transpiration de nuit et transpiration de jour, et on voit effectivement que la corrélation, elle indique environ 9% de transpiration la nuit par rapport à ce qui se passe le jour.
mais ça peut aller, pour certaines variétés, jusqu'à 22% de la nuit perdue par rapport au jour en situation de déficit hydrique. Et l'intérêt de la génétique, c'est de pouvoir chercher les régions chromosomiques qui sont associées à la variation de tous ces traits-là. Donc on l'a fait pour la transpiration de jour, en jaune, donc toutes les régions qui sont marquées en jaune sur le code génétique, là, avec le chromosome 1, 2, 4, 8, je les ai pas tous mis, et en gris-noir pour la nuit, la transpiration de nuit. Et puis on a aussi évalué l'efficience d'utilisation de l'eau, qui est justement toujours ce rapport gain de biomasse, analysé par les images, et perte d'eau, la somme de ce qui se passe le jour et la nuit. Et ce qu'on voit, c'est que la transpiration de nuit est bien corrélée négativement à chaque fois, là on le voit pas ici, mais c'est corrélé négativement avec l'efficience d'utilisation de l'eau. Et donc on peut être tenté d'améliorer cette efficience d'utilisation de l'eau en réduisant la transpiration de nuit. Alors, on a essayé d'éviter les zones du génome qui étaient associées à la variation de transpiration de nuit, mais aussi à la variation de transpiration de jour, parce que là, ça veut dire qu'on peut gagner en économisant de l'eau la nuit, mais on va aussi fermer les stomates probablement le jour, et du coup, on va perdre en photosynthèse et ne pas avoir une bonne efficience d'utilisation de l'eau. Alors que quand on a des zones du chromosome qui sont associées à la transpiration de nuit uniquement et pas à la transpiration de jour, eh ben là on voit qu'on est associé aussi à une bonne efficience d'utilisation de l'eau, de manière négative comme on le voit là. Plus on réduit la transpiration de nuit, et meilleure est l'efficience d'utilisation de l'eau. Ça on aurait pu le deviner, mais on s'y attendait pas forcément, parce qu'effectivement la nuit les plantes elles transpirent, on l'a vu, mais elles font pas de photosynthèse. Donc si on arrive à choisir les variétés qui ont la plus faible transpiration la nuit, on aura celles qui ont l'efficience d'utilisation de l'eau la meilleure, et même la croissance la meilleure. C'est ce qu'on voit dans ce cas-là pour cette position-là sur le génome. Donc voilà, c'est un des traits qu'on a analysé, la fermeture stomatique la nuit, et qui peut donner un avantage sélectif face au contexte climatique un peu contraignant. Donc là, j'ai représenté l'évolution d'un teneur en eau dans le sol assez classique. J'ai pris un exemple dans la littérature, où on voit l'eau du sol qui diminue, qui part d'un stock assez élevé ici, et qui arrive dans une zone rouge où l'eau n'est plus disponible pour la plante, à partir d'un certain seuil ici. Et donc si on récolte après ce seuil-là, c'est assez défavorable. Par contre, si on utilise l'avantage sélectif de la fermeture stomatique la nuit, on peut retarder du coup l'épuisement de l'eau du sol, avec cette courbe verte là, retarder à une date qui est située cette fois-ci après la récolte. Donc ça, c'est intéressant parce que pour nous, ça conviendrait à n'importe quel type de climat. Contrairement à ce qui peut se passer si on ferme les stomates le jour, on a vu que ça pouvait être pénalisant pour la photosynthèse d'une part. Ça peut retarder par contre l'apparition du déficit hydrique, comme tout à l'heure, comme avec ce qui se passe la nuit. Mais par contre, ça va se faire avec un faible stockage de carbone. Donc une pérennité de la vigne qui est menacée, et puis aussi une plus forte sensibilité à la chaleur, parce que quand on ferme les stomates le jour, on perd l'avantage de refroidissement lié à l'évapotranspiration de l'eau. Et donc là, ça conviendrait plutôt aux régions ensoleillées mais fraîches du coup. Il faudrait du soleil pour compenser cette fermeture stomatique le jour, et il faudrait pas trop de chaleur pour éviter les risques de brûlure. On peut aussi jouer sur la surface foliaire. J'avais dit que c'était le deuxième facteur de couplage là entre la transpiration et la photosynthèse. Cet avantage-là, en réduisant la surface foliaire, il est quand même discutable aussi parce que on va réduire la photosynthèse justement. Et donc on aura à nouveau un faible stockage de carbone, une pérennité aussi à nouveau menacée. Donc ce trait-là, il peut être intéressant d'un point de vue sélectif, mais il conviendrait plutôt aux régions ensoleillées. Là encore, il faut beaucoup de soleil pour compenser cette pénalité liée à la réduction de la surface foliaire. Alors on pourrait les prendre tardifs, et à ce moment-là, on aurait des cépages qui retardent l'épuisement de la teneur en eau du sol et qui en plus pourraient être récoltés tardivement. Donc là, ça pourrait aller dans des régions ensoleillées. Alors, ça me permet de souligner le rôle clé de la phénologie sur les besoins en eau, évidemment, sans doute. Plus le cycle est court et plus la plante va consommer moins d'eau. Et du coup, c'est le réchauffement climatique, il raccourcit les cycles. Et on s'est dit,
Profitons de ça et raccourcissons-le encore, prenons des variétés très très précoces pour avoir une récolte qui a lieu avant l'arrivée du déficit hydrique. Mais là encore, ça veut dire qu'ils vont pas faire beaucoup de photosynthèse jusqu'à la récolte. Donc ça pose un problème aussi de pérennité. Pourtant, la gamme génétique, elle est intéressante, hein, elle est assez large. Elle est autour de 2 mois entre les plus précoces et les plus tardifs, selon ce qui a été observé dans la grande collection située près de Montpellier, là, au domaine de Vassal. Donc, ça pourrait être quand même une gamme génétique intéressante à explorer sur cette caractéristique-là, mais plutôt, selon moi, en prenant des variétés tardives. Parce que les variétés précoces, comme on le voit, on pourra récolter avant l'apparition du déficit hydrique si on les récolte tôt. Mais par contre, ça va se faire à un moment où la température dans l'air va être excessive et de manière de plus en plus extrême et de plus en plus erratique en plus. Donc, il y aura d'autres stress possibles durant la maturité du raisin, et à maturation, on pourra avoir ce genre d'image avec des grappes brûlées. Donc ça conviendrait peut-être dans certains climats où il y a peu de soleil, où on est protégé de ces événements de brûlure et d'échaudage au moment de la récolte. Quelques mots sur les porte-greffes, qui sont aussi évidemment un puissant levier pour agir sur la capacité d'extraction d'eau dans le sol. C'est ce qu'ont montré nos collègues de Bordeaux. Mais ça interagit, c'est ce que je voulais noter ici aussi, c'est que ça interagit fortement aussi avec les caractères des parties aériennes. Ce qu'on voit sur ce petit graphique, c'est qu'en changeant le porte-greffe avec le même greffon, eh bien, on a des poids de taille sur le greffon, des poids de bois de taille, sur le greffon qui vont de 40 à 220 ici dans cet exemple. Donc, la vigueur aérienne est fortement modifiée par le choix du porte-greffe. Donc, on peut aussi agir par ce biais-là sur les caractères dont je viens de parler pour le greffon précédemment. La phénologie du greffon aussi, elle est altérée par le choix du porte-greffe. C'est ce qu'on voit ici. La date de véraison, elle varie aussi beaucoup en fonction du choix du porte-greffe qui a été exploré ici par nos collègues de Bordeaux. Donc les caractères du porte-greffe sont à combiner forcément avec ceux du greffon. La difficulté majeure qu'on rencontre ici, c'est que les effets du porte-greffe et du greffon, ils sont pas additifs. Donc on peut pas les étudier séparément. Il faudrait pouvoir explorer toutes les combinaisons possibles pour pouvoir prédire la caractéristique de l'assemblage greffon-porte-greffe. Donc ça, c'est un petit peu une difficulté actuelle. C'est pourquoi nos collègues ont planté des dispositifs originaux avec 55 porte-greffes et seulement 5 greffons, malheureusement. Mais ça fait déjà des dispositifs de grande taille. C'est ce qu'ils ont fait au domaine de la Grande Ferrat, près de Bordeaux, à Inrae. Et à Pêche-Rouge, ici, avec les collègues d'Agap, on s'est contenté de faire varier le greffon. On s'est dit que c'était déjà bien de pouvoir caractériser le greffon dans l'état actuel des connaissances. Il y a même quelques autres vitis qui ont été ajoutés à ces dispositifs-là. C'est tout ce que j'aurai le temps de dire pour le choix de la variété, mais on peut aussi modifier les pratiques viticoles. Donc, je vais essayer de parcourir un petit peu tout l'itinéraire, toute la vie d'une parcelle, en commençant par la plantation, où là, il s'agit de favoriser l'enracinement. Ce qu'on voit sur l'image de gauche, c'est que sans travail du sol, l'enracinement de la vigne, il est un petit peu difficile. Finalement, la vigne, c'est pas forcément une plante qui a des capacités d'exploration racinaire extraordinaires. Par contre, si on travaille le sol, là, évidemment, l'exploration du sol est bien meilleure. Donc, on peut s'intéresser à des techniques comme le travail au monosoc avant la plantation, mais ça retourne le sol et c'est pas très bon. Ça dilue la matière organique, ça dilue un petit peu la richesse des horizons superficiels, et du coup, on va perdre en capacité de stockage d'eau dans les horizons superficiels. Il est plutôt recommandé quand on a des problèmes de pénétration du système racinaire dans le sol, d'utiliser des outils profonds, un peu espacés comme ça, comme les reapers, qui vont travailler plus profondément, qui vont se contenter de fracturer le sol sans trop le perturber en surface. Et puis, il y a des choix à faire aussi au moment de la plantation. Est-ce qu'on prend du matériel sans racines nues, du matériel où on laisse des racines longues qu'on dispose en étoile, comme ici, ou encore des racines très longues, comme ce qui a été fait ici. Alors, quand on compare des racines d'environ 10 cm à pas de racines du tout, c'est clair que avoir des racines d'une dizaine de centimètres, c'est plus favorable. Ça permet de produire plus de bois de taille ici, qu'on voit par rapport à ici. Et on voit bien aussi que le développement racinaire ultérieur, il se fait mieux là, au bout de 4 ans, après avoir planté les jeunes plants ici.
Et par contre, un des défauts de ce type de plantation, c'est que quand on le fait à la machine, ça a été fait à la main, quand on le fait à la machine, ça crée un sillon qui couche les racines, et du coup l'exploration racinaire est bien moins bonne. Donc plus les racines seront longues, plus les racines seront couchées. Donc on recommande plutôt quand on plante à la machine, des longueurs racinaires de l'ordre de 5 cm pour pouvoir avoir une bonne exploration du sol et donc une bonne utilisation de l'eau. Un autre point essentiel à considérer pour économiser l'eau, pour plutôt mieux la valoriser cette fois-ci, c'est de ralentir le cycle de l'eau bleue, celle qui va directement à la mer et qui n'est pas utilisée par les plantes, et pour avoir une part d'eau utilisée par les plantes, l'eau verte, qui est plus importante. Donc il y a plein de techniques que j'aurais pas vraiment le temps de développer ici, qui permettent de ralentir ce cycle. Des techniques donc surtout qui consistent à remanier le paysage plus ou moins large échelle, avec des baissières, des fascines, des terrasses, des empierrements, qui vont permettre de ralentir ce cycle de l'eau bleue. Ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est des travaux des collègues montpelliérains du LISA, c'est limiter le ruissellement et favoriser l'infiltration. Donc là, ce qui montre clairement, c'est que quand on passe d'un enherbement à une surface tassée, eh bien, on a une infiltrabilité de l'eau en surface qui est bien meilleure dans le cas de l'enherbement que dans le cas de la surface tassée. Le labour déjà limite cette infiltrabilité avec le développement de croûtes de surface, et le désherbage chimique intégral là fait encore plus apparaître ces croûtes qui limitent l'infiltrabilité. Donc du coup, on arrive à des situations de cet ordre-là, où quand on compare une situation enherbée et une situation pas enherbée, bien on a un engorgement d'eau l'hiver avec les épisodes erratiques qu'on a maintenant de pluie. L'eau, elle disparaît pas, elle retombe donc sur la planète quelque part, mais pas de la même manière et pas au même moment. C'est ce qu'on voit ici. Et là, juste au passage, je note que nos collègues du LISA ont développé des méthodes qui permettent justement de raisonner le meilleur réseau d'évacuation d'eau qui permet de gérer ces épisodes de pluviométrie extrême et d'éviter l'érosion des sols, qui va, in fine, limiter aussi la capacité de stockage d'eau dans le sol. Il y a aussi un autre choix à faire à la plantation. Alors là, il y a 10 000 systèmes de conduite de la vigne, 10 000 choix de plantation, de densité de plantation qui sont possibles, très contraints par les cahiers des charges, par contre. Dans les climats et les sols qui sont favorables à une bonne recharge hivernale, bien, on aurait tendance évidemment à recommander une plantation moyennement dense et haute, ou bien plus dense et plus basse. Ce que je me demande, moi, c'est s'il faut pas préférer une densité élevée de pieds avec peu de rameaux par pied pour mieux gérer les cas de dépérissement. Si on perd une plante, là, on perd moins de rameaux dans le cas d'une densité élevée de pieds avec peu de rameaux par pied. Bon, ça c'est très discutable. Dans les cas où le climat et le sol sont défavorables à une bonne recharge en eau hivernale, alors là, par contre, il est préférable de choisir des systèmes peu denses et bas. C'est ce qu'on voit dans le sud de l'Espagne. Il y a beaucoup de systèmes en gobelet là qui persistent et qui seraient intéressants à analyser plus finement. Ils produisent moins bien à cette densité-là en plus. Mais il coûte moins cher à l'implantation, il coûte plus cher à la récolte, donc ça mériterait quand même de s'attacher un peu plus finement à l'étude de ces systèmes d'un point de vue physiologique, mais aussi d'un point de vue économique. Alors comment faire pour étudier tous ces systèmes? Il y en a beaucoup trop à étudier, donc ce qu'ont fait nos collègues d'Apsis ici à Montpellier, c'est de développer des modèles qui permettent de raisonner différents choix de densité de plantation, de hauteur du rang, d'espacement entre rangs, de conduite du rang donc et de l'interrang aussi, enherbement, pas enherbement. Et avec ce type de modèle, on peut explorer différentes situations. Donc voilà des estimations qui ont été faites pour un espalier de 2,2 mètres d'interrang, une hauteur d'1,20 m et une réserve utile du sol de 200 mm. Ils ont estimé que l'évapotranspiration totale sur la période du cycle était d'environ, qu'on pouvait être comprise, suivant les situations, entre 190 et 470 mm d'eau sur le cycle donc, avec une partition entre ce qui est pour la vigne, 70%, et ce qui est de l'interrang, 30% dans ce cas-là. Mais il y a encore beaucoup de difficultés persistantes qui donnent lieu à cette grande gamme de prévisions là, sur la régularisation de la transpiration par la plante, qu'on connaît pas bien, l'évaporation du sol, qui est difficile à estimer avec le niveau d'humectation en surface, la circulation de l'eau dans le sol, qu'on connaît pas bien, et la profondeur d'enracinement, qui chez la vigne est très difficile à estimer. Donc ça, c'est un peu les obstacles qui nous restent à résoudre.
Nous, on a essayé d'aller plus loin au LEPS, là, en analysant plus finement différents modes de conduite du couvert végétal, l'espalier à forte densité, espalier donc une haie là, verticale, une haie verticale à plus faible densité, mais toujours la même production à l'hectare, donc des intervents plus larges, un rideau simple qui est un cordon qui porte des rameaux en port assez libre en hauteur, et une lyre, un système en Y là. C'est pas facile de trouver ces systèmes-là côte à côte. C'est présent ici à Montpellier. On a eu la grande chance de pouvoir les comparer. Et c'est pas facile d'estimer leurs besoins en eau et leur photosynthèse à l'échelle de la plante entière, mais on a pu le faire aussi grâce à ces grandes chambres d'assimilation et de transpiration là qu'on a mis autour des plantes. Et une autre façon de faire, c'est de modéliser tout ça. Donc, c'est ce qu'on a fait en digitalisant des plantes. On arrive à reproduire des maquettes de plantes réalistes qui reproduisent les différents systèmes de conduite du couvert végétal. On peut calculer la distribution du rayonnement, faire des prédictions de photosynthèse et de transpiration dans différents types de climats. Et on peut valider ça avec les mesures qu'on a faites ici à Montpellier. Et puis on peut comme ça explorer et classer assez finement les différents systèmes de conduite du couvert végétal en termes d'efficience d'utilisation de l'eau. Donc là, objectivement, on peut dire que l'espalier interrang large est moins bon que les autres systèmes. Il y a des systèmes qui sont très variables parce que leur architecture aérienne est très variable, comme le cordon simple haut. Ce port libre est très très variable. Donc là, celui-là, il va y avoir des plantes qui seront très efficientes et d'autres qui seront moins efficientes. Et ces deux systèmes sont le plus performants en termes d'efficience d'utilisation de l'eau. Tout ça est lié au pourcentage de feuilles éclairées par rapport à la surface totale. Ces systèmes-là offrent beaucoup plus de feuilles éclairées, beaucoup moins de feuilles d'ombre. Ces systèmes-là ont beaucoup plus d'entassement et de feuilles d'ombre. Et celles-ci, ces feuilles d'ombre, elles sont beaucoup moins performantes pour faire la photosynthèse alors qu'elles consomment beaucoup d'eau. Alors on peut aussi ajuster cette surface foliaire en cours de cycle avec le rognage, le cimage. Là, je ne vais pas détailler cet essai qui a été fait dans plusieurs endroits en Espagne et sur plusieurs années, mais ils ont comparé un rognage sévère. Là, on voit, ça réduit la hauteur du feuillage à peu près de moitié par rapport au contrôle qui est à l'arrière-plan ici, qui a toute sa hauteur. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ça a impacté peu le rendement, donc on peut aller assez fort sur le rognage, c'est ce qui est fait dans la pratique agricole, les vignerons ils rognent et ils essiment assez largement, à partir d'un stade, le stade petit pois ici, qui n'impacte pas le rendement. Par contre, ça améliore l'état hydrique en fin de culture, et surtout les années chaudes et sèches, le reste des années sont pas très différentes, et puis ça améliore aussi la qualité, ça réduit le taux de sucre. Donc ça concentre moins les sucres dans le raisin, ce qui peut régler le problème d'excès d'alcool dans les vins. Et puis ça augmente l'acidité et ça retarde la maturité. Donc des bénéfices indirects assez intéressants. Une technique voisine qui est l'utilisation d'antitranspirants. Alors cette fois-ci, c'est des composés qu'on pulvérise sur le feuillage, qui peuvent être des composés biochimiques actifs sur la fermeture stomatique, qui n'ont pas des effets très très intéressants de ce que j'ai lu dans la littérature. Par contre, il y a des films qui peuvent exercer des rôles intéressants, qui ont un rôle de barrière physique, comme le kaolin, qui en plus a des effets bénéfiques pour les traitements face à certaines maladies. Donc là, dans cet essai, les auteurs ont montré qu'en pulvérisant du kaolin, ils peuvent améliorer significativement l'efficience d'utilisation de l'eau les années sèches, pas trop les années humides. Donc c'est bénéfique les années sèches. Donc quand le climat est défavorable, le vigneron peut décider de pulvériser du kaolin et comme ça économiser de l'eau. Et améliorer en plus, au passage, on voit stabiliser les degrés Brix entre années humides et années sèches, améliorer certains composés comme la concentration en anthocyane, mais on peut perdre évidemment en rendement, c'est ce qu'on voit ici sur cette dernière ligne. L'agrivoltaïsme est une solution voisine qui peut être intéressante. Nous, on l'a testé sur différents dispositifs avec des ombrages qui permettent encore de maintenir une production acceptable, parce que là aussi, on va avoir une perte de production. Eh bien, on peut avoir des réductions de consommation d'eau quand on est dans des systèmes non irrigués qui sont de moins 37%. Donc, on peut économiser 37% d'eau par rapport aux situations non ombrées ici, quand on est sous les panneaux. Donc ça, c'est des situations aussi qui peuvent permettre de maintenir une culture dans certaines régions où il y a vraiment peu d'eau. Un dernier petit point sur les pratiques viticoles, c'est l'irrigation. Alors, ça peut paraître paradoxal. J'ai parlé de réduire les besoins en eau. Là, je vais parler d'irrigation. Bon, il y a des endroits où c'est déjà installé.
Et puis c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre pour raisonner l'irrigation, pour savoir si on doit l'installer, la développer encore ou pas, dans quelle zone. Alors déjà, ce qu'il faut considérer, c'est que pour la vigne, c'est un système qui est assez efficient parce qu'on peut installer du goutte à goutte, ce qui est un système efficace pour apporter de l'eau sans trop la faire évaporer. Donc c'est adapté au pérenne, on l'installe pour longtemps, donc c'est rentable. On connaît aussi les phases sensibles chez la vigne, donc on sait qu'il faut assurer une bonne alimentation hydrique avant la floraison, jusqu'au stade petit pois, on l'a vu à peu près. Et après, il y a une petite partie du rendement qui est assurée par l'eau sur la suite du parcours hydrique de la plante, mais c'est l'essentiel, c'est quand même assuré avant cette floraison. Donc on dispose de références sur ce parcours hydrique idéal à suivre pour permettre un rendement acceptable et une bonne qualité du vin. Donc on se représentant ici sur une échelle où ici il y a l'intensité du déficit hydrique, en vert en haut, c'est un bon confort hydrique, en rouge un déficit, et on peut suivre ce parcours vert là qui est le parcours idéal pour un vin de type rouge ici, vin rouge, un vin de qualité, vin rouge. Voilà. Donc on a aussi des indicateurs pour piloter ce parcours hydrique idéal, donc ça permet aussi d'apporter l'eau qu'il faut, juste l'eau qu'il faut au moment où il faut, et pas plus que ça. Et du coup on se rend compte que les besoins complémentaires sur la vigne sont relativement modérés, puisque c'est souvent entre 50 et 100 millimètres par cycle qui sont nécessaires pour assurer une bonne production. Mais bon, tout ça est à raisonner dans un contexte de forte tension à venir sur l'usage de l'eau. Il y a que 8% de vignes irriguées en France, beaucoup dans le sud, dans notre région, une quinzaine de pourcents en Languedoc-Roussillon. Mais il y en a plus de 40% en Espagne, donc si on limite pas ça, on voit un peu ce qui peut nous arriver. Et puis il y a certaines ressources, comme les manteaux neigeux sur les Alpes, qui sont menacés par le changement climatique. Donc pour conclure, après ce panorama un peu rapide, j'ai montré qu'il y avait pas mal de leviers qu'on pouvait actionner pour modifier les pratiques viticoles, pour limiter les besoins en eau, ou en changeant de matériel végétal, pour limiter aussi cette consommation d'eau. Chaque levier, on arrive à l'évaluer assez bien individuellement, par modélisation et aussi par expérimentation, ça colle bien, mais l'évaluation de leur combinaison reste assez délicate, que ce soit les leviers des pratiques, là on l'a vu, interrang, les modèles sont pas faciles à caler, et l'assemblage porte-greffe-greffon, ça reste encore un casse-tête. Les approches multicritères sont aussi à développer, parce que j'ai parlé beaucoup d'efficience d'utilisation de l'eau d'un côté, mais d'un autre côté de production, et puis aussi de qualité. Ce qu'il faut essayer d'optimiser, c'est tout ça à la fois, ce qui est pas facile. Et puis, ce que je voudrais que vous reteniez enfin, c'est qu'il n'y aura pas d'idéotype universel. C'est ce que j'ai essayé de mentionner avec mes petits logos comme ça, là, où suivant les traits qui étaient favorables ou défavorables à l'économie d'eau, c'est à combiner pour un climat donné dans une région donnée ou à tel autre climat dans une autre région. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Thierry.